En 2001, en Pologne, Martin Latulippe était le capitaine de l'équipe de hockey universitaire canadienne lors de la compétition des World University Games. Il y a eu un accident, s'est fait trancher la gorge par une lame de patin. Il avait alors 24 ans. Il a survécu, mais l'accident lui a fait prendre conscience que la vie n'attend pas, elle se déroule présentement. Et depuis ce temps-là, c'est devenu sans hésitation un des meilleurs conférenciers canadiens. Il a même partagé la scène avec Richard Branson, Jack Canfield et Kevin O'Leary pour n'en nommer que 3. Ce qui est particulièrement le fun avec Martin, c'est qu'il a su prendre le virage Internet comme très très peu de conférenciers ont su faire. Vous le connaissez peut-être pour ses 2 programmes forts, La meilleure année de votre vie et l'Académie Zéro Limite. J'ai personnellement participé à l'Académie Zéro Limite il y a 2 ans en donnant une présentation et j'ai été complètement flabbergasted par l'enthousiasme, l'énergie, l'engouement, mais surtout la taille de la foule qui était présente. Quand je l'ai rencontré, j'étais absolument conquis, non pas pour ses compétences de conférencier exceptionnel, mais pour sa générosité, sa disponibilité et son authenticité. Alors donc, sans plus attendre, je vais souhaiter bienvenue à Martin Latulippe sur le podcast Coach et Domination mondiale. Bonjour Martin, est-ce que ça va bien? Hey, comment ça va Olivier? Ça va super bien, je suis vraiment content d'avoir enfin l'occasion de qu'on jase. Pareillement, puis c'est confirmé, Olivier, t'es embauché comme relationniste, c'est clair. J'aimerais ça avoir ce genre d'introduction-là, cette présentation-là, à tous les fois. Je rentre dans une pièce ou dans un podcast ou dans une vidéo, c'est une tonne de briques. Wow! Ouais, ben écoute, t'as fait mieux que ça encore lorsque tu m'as présenté sur le stage à ton Académie Zéro Limite, fait qu'il fallait bien que je te le rende. Puis quelle performance que tu as fait, hein? On s'en rappelle tous, les étudiants de l'Académie Zéro Limite en parlent encore. Je veux dire, je sais que c'était pas nécessairement quelque chose de naturel pour toi de faire des conférences et tu l'as fait avec brio. Et j'ai toujours une très grande admiration pour les gens qui peuvent sortir de leur zone de confort et de se challenger ce jour-là. Man, t'as livré la marchandise. Ouais, ben c'était très, très... mettons que l'estomac, c'est difficile de manger. Mais j'en ai redonné une autre après ça l'année passée au Web à Québec. J'essaie de tout le temps les filmer hein, parce que après ça, tu sais, non seulement tu as un bon feedback que tu es capable de regarder visuellement toi-même, puis ça te permet de réutiliser ton contenu. Puis ce qui était le fun avec ta conférence, c'est la qualité de production que tu as été capable de donner aux conférenciers. C'est vraiment le fun. By the way, la conférence est disponible sur le blog de mon blog personnel, olivierlambert.com et sur le blog de La Tranchée. Je vais mettre les liens dans les notes du podcast. C'est super le fun, ça vaut la peine de regarder ça. All right. Fait que toi, tu as fait plusieurs entrevues super inspirantes sur d'autres podcasts par le passé. Tu donnes des super de conférences partout à travers le monde. Fait que voici qu'est-ce que je te propose. Moi, je sais que Martin Latulippe, c'est une bête en marketing. Fait que ce que j'aimerais faire, c'est se concentrer sur le petit bout de temps, le petit bout de temps qu'on a ensemble pour parler non pas de Martin le motivateur, mais de Martin le marketeur, l'entrepreneur. J'adore, un de mes sujets préférés. Excellent. Fait que je veux qu'on présente à côté de toi que les gens n'ont peut-être pas habitué de voir. Fait que je vais essayer de te poser des questions que tu n'es peut-être pas habitué de te faire poser. Si jamais il y a des choses qu'on coupe au montage, pas de problème, on va arranger ça. Fait que ne te censure pas, on va censurer par après au besoin. C'est bon? Fantastique. All right. Fait que je vais donner un petit peu de contexte, à savoir qui nous écoute présentement. Notre audience, c'est des gens qui n'ont pas peur de salir les mains puis d'apprendre les différents volets techniques d'une stratégie marketing. Fait que si jamais il y a des choses que tu te dis « Ah, mais ça, c'est trop compliqué », pas pour mon audience. Dans le sens que tu peux y aller all-in, puis stresse-toi pas, ça peut être technique autant que ça peut être high-level, il n'y aura vraiment pas de problème. Fait que je vais arrêter de parler, en fait, puis je vais te poser des questions. Fait que ton événement, l'Académie Zéro Limite, existe, ça fait plusieurs années. Combien de temps déjà? C'était la 6e édition cette année. Aïe, aïe. Et puis, c'est dans les dernières années, je pense, que tu as vraiment eu une explosion dans ton nombre de ventes. Fait que j'aimerais ça qu'on s'intéresse à ce volet-là. J'aimerais ça que tu, peut-être, nous partages avec à quoi tes ventes ont ressemblé au début, les premières éditions, et comment ta croissance s'est faite, puis ça a été quoi ta stratégie de mise en marché autour de ça. Fait qu'à partir de là, on va vraiment y aller freestyle. On va riffer sur ce sujet-là pendant les prochaines minutes. Fantastique. Donc, écoute, si on retourne, Olivier, au début la première édition en 2012, je crois que les résultats de vente étaient 100 000. Donc, le premier lancement, parce que nous, on utilise la méthode du lancement orchestré, donc le Product Launch Formula qui est
très populaire, là, popularisé et inventé par Jeff Walker aux États-Unis, utilisé par plusieurs marketeurs web. Et vraiment, Olivier, même si on a des gens high level, mais vous expliquer à quel point c'était extrêmement difficile en 2012. Moi, je suis pas quelqu'un de vraiment technique et j'ai vraiment monté de toutes pièces cette première plateforme-là. Je travaillais avec customerhub.net. J'avais acheté une Fusionsoft, donc j'appelais aux États-Unis, en Arizona, pour me faire coacher, pour monter ma séquence de courriel. Et j'avais réussi à convaincre quelques confrères et consoeurs conférenciers au Québec, donc les Sylvain Boudreau, Isabelle Fontaine, Jasmin Bergeron, Patrick Leroux, parce que c'était ma tribu à l'époque. Tu sais, aucun d'entre nous était des internet marketeurs ou même des marketeurs web. C'était nouveau dans notre industrie parce que, comme tu as dit, beaucoup de conférenciers, experts, probablement comme les entrepreneurs que tu vois tous les jours, il y en a beaucoup qui sont pris dans le modèle traditionnel d'affaires. Donc, nous, les conférenciers, on était pris là-dedans. Puis moi, je leur ai présenté cette idée-là. Donc, avec leur petite liste, tous et chacun, ben, ils ont fait la promotion et ils avaient tout accepté de venir parler à la première académie. Donc, c'était très... je veux dire, à chaque fois que je retourne à l'Académie Zéro Limite à Lévis, parce qu'on l'a toujours fait là, sauf à une édition, en 2014-2015, je crois qu'on avait changé de place. Je revois ces 100 personnes-là dans une section du Centre des congrès Sheraton à Lévis. Et maintenant, quand on y retourne, comme cette année, on avait 800 personnes à l'Académie Zéro Limite. Donc, c'est vraiment devenu quelque chose de très massif. On avait 62 personnes la première édition en Europe. Donc, tu sais, je pense que c'est important que les gens comprennent aussi que web entrepreneur, qu'on fasse un lancement, qu'on décide de faire du evergreen, peu importe la structure de tunnel de vente qu'on va construire, qu'on fasse du webinaire, quoi que ce soit, je pense que c'est important aussi dans tout ce buzz-là du web et tous les gros chiffres que l'on entend maintenant, c'est important de se rappeler qu'on a tous commencé en quelque part et même si on n'a pas peur de se salir, ben justement, il va falloir mettre de l'huile de coude, il va falloir ajuster très souvent bien des trucs autre que juste, ben, mets quelque chose sur Internet puis ça va vendre. Oui puis non. OK? Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas très souvent et je pense que c'est important que les gens le sachent. Donc, de prime abord, les débuts, ça ressemblait à ça. Maintenant, on est quand même assez ailleurs. Donc, cette année, comme j'ai dit, on avait 800 personnes à Québec. On en avait 900 à Paris dans la salle mythique, la salle Gaveau. Donc, c'est 3 balcons, une salle d'opéra. C'est juste hallucinant. Malade. Et comme tu as dit, il y a eu une escalade. Hein? Donc, deuxième, troisième année, on a commencé à faire du 100 000. OK, mais je vais juste te couper rapidement. Ah, On, on va OK, excuse-moi. juste définir certains Oui, concepts à cause que là, on a dit beaucoup de stock. Je veux juste revenir sur certaines choses qui ont peut-être porté à confusion chez certaines personnes. L'Académie Zéro Limite, peux-tu juste nous expliquer brièvement en 30 secondes c'est quoi? Et ensuite de ça, tu utilises la Product Launch Formula. Est-ce que tu peux aussi la vulgariser très, très rapidement? Puis après ça, on va pouvoir enchaîner. Parfait, on va te faire ça. Donc, l'Académie Zéro Limite, c'est un endroit où on enseigne de A à Z comment est-ce que tu peux prendre ton message, ton vécu, ton expertise, les résultats que tu as obtenus et créer un produit d'information sur le web aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de gens, grosse effervescence, de gens qui veulent devenir des coachs, des formateurs ou qui veulent vendre un produit sur le web. Ils ne savent aucunement comment se positionner eux-mêmes, comment se marketer et par la suite, bien, comment aller chercher du trafic et vendre ultimement un produit. Donc, comment développer cette offre-là et vendre de façon la plus massive possible ton produit. Donc, l'Académie Zéro Limite, on fait le tour vraiment de toute cette industrie-là que j'appelle l'industrie du zéro limite, qui sont ces gens-là qui veulent soit gagner leur vie à vendre un produit d'information dans le domaine du développement personnel ou professionnel, mais de plus en plus, on attire aussi beaucoup de gens qui ont simplement un produit ou un service web qu'ils veulent mettre sur le web. Ça fait 6 ans maintenant qu'on enseigne ça en francophonie mondiale. La façon dont on propulse le produit, c'est un lancement orchestré. Donc, il y a un Français, Sébastien, le marketeur français, qui a coiné lancement orchestré, mais en anglais, Product Launch Formula. Tout ce que ça veut dire, c'est que c'est une façon de mettre en marché ton produit de façon assez boom, comme c'est une très grosse impulsion. Lorsque tu as une date de lancement qui est coulée dans le béton, eh bien, tu es accompagné lors d'un lancement orchestré de 10, 20, 30 partenaires qui vont bien accepter de vouloir faire la promotion de ton lancement. Quand on parle d'un lancement, c'est parce qu'il y a une date butoir à laquelle on lance. Il y aura une libération de contenu pendant environ 6 à 7 jours qui est du contenu gratuit. Donc, c'est de même qu'on entre dans une séquence de séduction avec les gens qui vont suivre ce lancement-là sur un sujet X. Donc, par exemple,
Nous, lorsqu'on lance le lancement, Olivier, bon, c'est sûr, on dit aux gens, vous aimeriez faire une carrière valorisante et lucrative à titre de conférencier, auteur, coach ou infopreneur. Mais voici les 8 étapes pour y parvenir. Donc, les gens laissent leur courriel. Donc, c'est un classique. Laissez ton courriel pour obtenir davantage de valeur. Et là, ben, tu as une tonne de partenaires qui décident de te promouvoir si tu as bien fait ta job. Et donc, tu vois, nous, lors du dernier lancement, on avait un peu plus de 180 affiliés qui faisaient la promotion de l'Académie Zéro Limite. Donc, on est pendant une semaine en libération de contenu où l'objectif est de donner un maximum de valeur gratuitement à notre audience, leur permettre de poser des questions, leur permettre de peut-être un peu challenger notre contenu, gérer leur peur. Donc, on essaie de faire vraiment plusieurs choses, mais évidemment, ultimement, on essaie de leur démontrer l'opportunité qui existe maintenant dans l'économie avec le web, la croissance hallucinante qui se présente devant nous et que c'est soit qu'on résiste ce changement-là ou soit qu'on saisit l'opportunité. Mais une chose est certaine, c'est que cette opportunité-là, elle s'en vient, elle ne cesse pas de grandir année après année. Donc, pendant une semaine, on a un contenu gratuit et par la suite, on entre en vente où est-ce qu'on leur fait une offre irrésistible. On leur fait une offre de dire, bon, ben, si tu veux joindre l'Académie Zéro Limite, voici l'investissement qui est requis. Voici le curriculum de cours, voici à quoi t'attendre, voici ce que ça prend aussi pour suivre le cours de façon le plus transparente. Nous, on est très cash dans nos offres. On dit aux gens vraiment de ne pas joindre s'ils sont dans telle et telle condition. S'ils n'ont pas ceci et cela, ne pas joindre aussi. Donc, on essaie de ne pas faire dans du marketing de pelletage de nuages. Et ils ont en général 6 à 7 jours pour acheter et par la suite, il y a une fermeture. Donc, le lancement, c'est une grosse ouverture où est-ce que tu as une massive promotion à travers des affiliés. Tes affiliés continuent à te suivre tout au long de ton lancement en faisant la promotion de soit ta pièce de contenu 1, 2 ou 3 qui est gratuite. Et lorsqu'on entre en vente, eh bien, tes affiliés aussi t'aident comme des partenaires de vente, en fait, pour dire, bon, ben Martin entre en vente avec l'Académie Zéro Limite. Si c'est pour vous, voici, vous pouvez l'acheter. Et ça, habituellement, c'est une fenêtre de temps qui dure aussi à peu près 6 à 7 jours. Donc, on peut faire un lancement orchestré ou un Product Launch Formula de 12 à 14 jours habituellement, qui est une séquence idéale. OK. Et puis, quand tu dis Product Launch Formula, je suppose que tu fais référence là, au livre de Jeff Walker. Si les gens veulent en apprendre plus sur la méthodologie utilisée, ils peuvent aller chercher son livre qui s'appelle Launch. Est-ce qu'il y a un équivalent francophone? Je pense pas. Non, pas en livre, non. Malheureusement, OK. Fait que là, toi, fait que, si je comprends bien, tu avais 150 personnes qui se sont dit, all right, tout en même temps, on va parler de toi partout sur le web. Vous avez, ta face était probablement partout pendant 14 jours. Et puis, l'offre, c'était quoi exactement? Ben, l'offre, elle contient plusieurs choses avec l'Académie Zéro Limite. Donc, c'est sûr que c'est une formation en tant que telle. Si on parle exclusivement de la formation, c'est 10 modules de formation sur le web qui sont décantés sur une période de 8 mois à laquelle les gens ont accès pour le reste de leur vie. Et nous, on met toujours à jour notre formation, un peu comme que tu as fait avec ta formation Facebook dernièrement. Donc, tu la mets à jour, tu l'upgrades. Mm-hmm. C'est la même chose avec l'Académie Zéro Limite. L'Académie Zéro Limite vient aussi avec un événement live de leur choix. Donc, on fait un événement à Québec de 3 jours. On fait un événement à Paris de 3 jours. Donc, nous, on aime d'inclure à l'intérieur de notre produit, pas juste l'aspect digital, mais on aime d'aller à la rencontre de nos gens. Bien, c'est sûr parce que moi, de corps de métier, je suis conférencier et formateur. C'est sûr que toute cette énergie-là et d'avoir l'opportunité d'aider les gens à créer des liens, créer des contacts lors de ces événements-là et vivre des moments très, très forts, je pense que c'est magique et ça l'aide aussi à créer toute cette effervescence auprès de ta clientèle et de les transformer vraiment en de véritables fans loyaux qui vont avoir l'impression que tu leur en as donné un maximum de valeur. Donc, tu as le produit web, tu as l'événement live et évidemment, on accompagne les gens tout au long des 8 mois avec des webinaires où est-ce qu'à la fin de chaque module, eh bien, les gens peuvent poser leurs questions, on tente de les débloquer, on tente de les aider constamment de différentes façons s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et évidemment, tout ça vient avec une communauté Facebook privée où est-ce qu'on se regroupe, où que je fais souvent des Facebook Live. Donc, il y a différentes choses qui sont offertes aussi en bonus, mais en gros, l'offre ressemble vraiment à ce que je viens de décrire ici là, en forme structurelle. OK. Et puis, au niveau du coût, je crois que c'était autour de 2000.
C'est ça, exactement, 2000 $. Puis tu offres bien sûr un financement, puis probablement un Oui, incitatif pour payer exactement. On cash. fait multiples paiements que l'on offre. Ouais. Puis pour être capable de tout orchestrer, qu'est-ce que tu viens de dire? Sûrement qu'il y a des logiciels que tu utilises présentement pour être capable de t'aider à supporter ça. Oui. Ça ressemble à quoi ton stack un peu de technologique? Au niveau technologique, au niveau de la gestion de bases de données courriel, nous, on travaille avec Infusionsoft depuis plusieurs années. Donc, tout ce qui est envoi de courriel, broadcast de courriel auprès de nos clients, c'est Infusionsoft. Pour ce qui est de tout ce qui est monter nos pages Internet de capture, ben, on en a différents. Donc, on a Lead Pages avec lequel on travaille beaucoup. On a Kajabi Next avec lequel on travaille aussi, dépendamment du genre de visuel que l'on va aller chercher ou dépendamment de la rapidité avec laquelle on a besoin. Bon, ben, mon adjoint SAD, parce que maintenant j'ai un adjoint qui m'aide côté technique comparativement à 2011-2012, mes premiers posts que j'étais seul. Donc, on le salue en passant parce qu'il a grandement amélioré ma qualité de vie. Donc, et Kajabi aussi, en plus de nous permettre de faire toutes nos pages de capture pour capter les courriels ou quoi que ce soit, eh bien, c'est là aussi qu'on va hoster, donc on va héberger notre cours de formation. Donc, les 10 modules, comme tous nos cours, en fait, la meilleure année de votre vie ou tout autre cours de formation que l'on offre sur le web, sont hébergés sur le même logiciel qui est Kajabi Next. Ça, c'est le fun à cause que ça gère aussi, je crois, tes paiements. Fait que tous tes plans de financement se gèrent à partir de Kajabi. L'accès à tes cours, tout ça se fait de façon seamless avec ton logiciel. Au moment de la transaction, oui. Super cool. All right. Fait que je pense qu'on peut retourner un peu pour... on a vu, ça ressemblait à quoi au début? Et maintenant, dans les dernières années, tu as eu une augmentation de tes ventes. Qu'est-ce qui a causé cette augmentation-là? Et comment est-ce que tu as adapté ta stratégie? Est-ce que c'est tout le temps la même que tu fais d'année en année? C'est juste qu'elle est devenue meilleure ou tu as fait des changements? Je te dirais, il y a plusieurs éléments. Donc, c'est sûr, il y a 3 ans, donc puisque les gens, mettons, aiment la transparence, ça nous a pris peut-être 3 ans atteindre le million comme premier lancement Internet. Et évidemment, quand on dit 1 million, c'est pas 1 million de profit. Il faut vraiment comprendre que dans une structure de lancement orchestré, donc de product launch, puisque tu as des affiliés, ça veut dire que tu as quand même un pourcentage de tes ventes qui va être redonné en commission. En plus des commissions, on pourra en parler tantôt, parce que je pense que c'était une de tes questions sur l'affiliation. Exact. Évidemment, si tu organises des événements live avec moi, ben, il ne faut pas pelleter des nuages et réaliser que ça va te coûter une salle, ça va te coûter de la technique. Et comme tu as dit, nous, quand on produit nos événements live de l'Académie Zéro Limite, on essaie de mettre la totale en prod parce que, comme toi, on croit que la création de contenu est vraiment importante dans la nouvelle économie. Donc, tout ce qui se fait sur ma scène, je le filme parce que moi-même, je peux le repurposer, donc je peux le recycler et l'offrir en cadeau à des audiences autres que j'aimerais découvrir éventuellement. Donc, il y a 3 ans, on a frappé le million pour la première fois et les 2 dernières années, on a dépassé le 2 millions dans nos lancements. Et je te dirais, ce qui a fait vraiment la différence, Olivier, c'est plusieurs choses, mais d'abord et avant tout, c'est notre compréhension de nos meilleures stratégies, nos meilleures façons pour générer du trafic. Avant, notre seule stratégie était vraiment l'affiliation. Maintenant, on a compris quel type de contenu pour nous fonctionne et nous amène des leads à l'année longue. Donc, par exemple, on est quand même assez présent sur Facebook, on est assez présent sur YouTube. Toutes nos vidéos nous amènent un trafic assez important, organique en cours d'année. Facebook nous apporte aussi un trafic qu'avant, on ne l'avait pas. En fait, on ne le pensait même pas. Donc, on a vraiment été voir comment on peut développer une stratégie pour amener du trafic avec Facebook. D'autres stratégies, donc par exemple, à l'automne dernier, on a tenté une stratégie avec un quiz. Donc, je pense que je t'avais consulté à cet effet-là. Et tu vois, on a amené 38 000 leads à 22 cents le lead, donc à peu près un peu plus que 8 000 $ d'investissement. Donc, pour nous, c'est assez massif de voir que, OK, tu peux amener du lead de façon massive dans l'économie d'aujourd'hui. Donc, quand je parle de lead, je parle de courriel. Ça veut dire que tu peux capter des courriels de des prospects, évidemment, qu'ils sont intéressés à l'offre que tu vas leur offrir en termes de contenu. Et les gens laissent leur courriel pour en apprendre davantage. Donc, notre compréhension de générer davantage de trafic, nous a aidé à aller chercher une croissance. Parce que c'est en tout business, le nombre de personnes qui vont aller dans ton restaurant italien, si tu as de la place juste pour 10, mais tu vas faire des profits juste pour 10.
Tu peux toujours avoir une bonification, offrir un dessert, offrir un café flambé, mais tu as quand même juste de la place pour 10. Tu es limité dans ta profitabilité. Alors que sur le web, ben, si tu mets les infrastructures en place et que tu mets l'équipe pour soutenir cela, tu peux rentrer 500 clients, tu peux en rentrer 1000, tu peux en rentrer 1500. Ton challenge, par contre, c'est de dire, OK, comment que je vais augmenter ma métrique pour amener davantage de clients pour qu'ils voient et qu'ils écoutent mon offre, en fait. Donc, c'est ça qui est the name of the game maintenant, c'est de dire ben, comment est-ce qu'on peut être exposé ou exposer notre offre ou notre produit à davantage de public. Et ça, c'est vraiment illimité maintenant sur le web. Donc, numéro 1, le trafic. Numéro 2, ben, c'est sûr que c'est nos histoires à succès. Tu sais, c'est sûr, Olivier, quand tu regardes un lancement web ou que tu regardes une offre sur le web, même si on voit qu'il y a une effervescence et que les gens sont de plus en plus confiants à consommer sur le web, ben souvent, il y a encore du scepticisme quand même. Les gens ont besoin de la preuve sociale. Les gens ont besoin de voir que ça fonctionne. Donc, c'est sûr que l'explosion de plusieurs de nos histoires à succès, autant en Europe qu'au Québec, a validé, c'est venu apporter une forme de validation sur la formation que l'on offrait. Donc, c'est sûr qu'après la première année, donc dans la deuxième et la troisième année, on s'est mis à avoir une explosion d'histoires à succès et évidemment, on les a transformés en histoires à succès. Donc, on a été filmer les témoignages. On a été vraiment demandé en toute humilité si les clients seraient prêts à nous redonner un témoignage et de voir c'était quoi la valeur que la formation leur avait apporté, mais surtout, c'est quoi les résultats que la formation leur avait apporté. Donc, comme ça, on s'est mis à avoir une multitude de preuves sociales. Et si les gens veulent voir à quoi ça ressemble, hein, c'est sur notre chaîne YouTube, on a une multitude de témoignages de l'Académie Zéro Limite. Et on essaie d'amener le marketing à un autre niveau à cet effet-là. Là. C'est quasiment comme des mini-documentaires où ce qu'on va filmer la personne chez elle. Et vraiment, on essaie de faire quelque chose de vraiment sharp. Et ça, c'est sûr que ça nous a amené complètement à un autre niveau. Donc, les histoires à succès, la preuve, la validation. Et je te dirais, en dernier lieu, c'est toujours une obsession à toujours améliorer tes trucs. Tu sais, dans ta question, tu disais, est-ce que tu refais toujours la même affaire? Non. Tu sais, il y a des marketeurs qui vont refaire toujours les mêmes vidéos à chaque année. Ils vont juste rejouer les mêmes vidéos parce qu'ils ont filmé l'an passé ou il y a 3 ans et ils sont encore bons. Donc, moi, je refais mes vidéos de lancement à chaque année. À chaque année, mon objectif et ma fascination, c'est de transformer un maximum de mes étudiants en histoire à succès. Et on est très sensible à cela. Donc, la quête toujours de l'excellence, pas devenir complaisant, essayer de se réinventer, demeurer humble et à l'écoute de qu'est-ce qui se fait dans le marché. Je pense que c'est important pour n'importe quelle forme d'entrepreneuriat, que ce soit un lancement Internet, des webinaires, Facebook. Je pense qu'il faut rester sharp, il faut rester un étudiant de la game parce que la journée où si tu deviens complaisant, ben, je pense que c'est le début de la stagnation ou certainement un recul massif dans ta business. Définitivement. Si je comprends bien, tu as été capable de, générer beaucoup plus de trafic que ce que tu générais avant, ce qui t'a permis de capturer beaucoup plus de leads, soit avec du référencement, les médias sociaux et la vidéo. Puis ensuite de ça, tu as été capable d'augmenter la conversion que tu avais dans ton entonnoir, dans ton système de vente, à l'aide de la preuve sociale que tu as générée au cours des 3 dernières années. Exactement. Et par la suite, toujours revenir à la table à dessin. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux cette année? Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Qu'est-ce qui doit être amélioré dans la formation? Donc, on est toujours en train d'essayer de voir comment on peut l'améliorer. Ça, nos étudiants le savent. Il ne faut jamais oublier que nos étudiants peuvent être soit nos meilleurs ambassadeurs ou nos plus grands détracteurs. Donc, aussi bien les avoir comme de notre côté et essayer de faire notre possible hein, pour avoir un maximum d'ambassadeurs, même si c'est impossible d'avoir une moyenne de 100% parce qu'il y aura toujours des gens qui on ne plaît pas ou que notre style de formation ne plaît pas. C'est juste normal. OK, super. Et puis, fait que là, la première année, tu as réussi à faire 100 000. 3 ans après, tu as été capable de faire 1 million en vente. Bien sûr, on n'a pas encore parlé du pourcentage que ça coûte à l'affiliation. Bien sûr, tu as un événement qu'il faut que tu backes financièrement, puis les coûts de faire les vidéos, ça coûte cher, tout ça. Mais là, ta dernière, cette année, tu m'avais dit, je pense sur Skype la dernière fois, combien est-ce que tu avais fait. J'aimerais juste ça que les auditeurs l'entendent de ta voix parce que c'est assez impressionnant. On a fait 2,4 millions. Ouch. Ouch ou youpi? C'est impressionnant. C'est incroyable. Félicitations, premièrement, Martin. Merci beaucoup. C'est fou. Parce que c'est comme on en a mentionné,
il y en a une bonne partie qui s'en va à des affiliés. Tu as eu 150 affiliés. Donc, tu permets non seulement de faire vivre ton équipe, toi-même, ta famille, d'améliorer la vie des gens qui vont prendre ton Académie Zéro Limite, mais également 150 personnes qui profitent également de l'opportunité pour être capables de faire leur vie puis de gagner de l'argent. Fait que ça, c'est super le fun. Puis justement, fait que là, 150 affiliés, on parle de combien de commissions par vente lorsqu'on est affilié avec toi? Nous, on fait un format de commission graduelle, donc c'est un peu ce que l'on voit beaucoup dans l'industrie. Donc, si tu fais de 0 à 5 ventes, par exemple, tu vas avoir 30 de commission. Si tu fais de 5 à 11 ventes, tu vas avoir 35 de commission. Et si tu fais 12 ventes et plus, tu es dans du 40 à l'époque, quand on a commencé, on était dans du 50 mais on a rapidement réalisé qu'à cause de l'ampleur de l'événement que l'on organisait, ben, c'était pas vraiment win-win. Donc, on a essayé d'expliquer aux gens, tu sais, que, regarde, on a de réelles dépenses comparativement à d'autres marketeurs qui sont que web et que digital. Ils n'ont pas des coûts de salle ou quoi que ce soit. Donc, c'est là qu'on a rétracté un peu à du 40 et avoir une forme peut-être plus en escalade de 30 à 40 donc, c'est quand même des très bons revenus. Donc, si tu es capable de faire, par exemple, 10 ventes, c'est quand même 8 000 $ par exemple. Là, si tu es dans, mettons, 7 000 $ ou quoi que ce soit. Donc, c'est quand même des sommes assez importantes. Et nous autres, de la façon qu'on approche l'affiliation, parce que souvent, il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Les gens, je pense que c'est important de toujours approcher l'affiliation avec de la transparence. Comme moi, quand je suis un affilié pour un de mes partenaires, dans mes courriels, je vais toujours dire que si vous achetez à travers de mon lien, ben, je vais obtenir une commission. Donc, tu sais, il ne faut pas se cacher de ça. C'est tout simplement normal. C'est un échange transactionnel d'affaires qui est tout à fait normal. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment fantastique. Et comme tu as dit, ça peut aider des gens à se créer un second revenu. Je ne connais pas grand monde qui va cracher sur 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 $ de plus dans leur année. Ou sinon, comment d'autres est-ce qu'ils vont le créer? Alors, si on peut faire ça dans le confort de notre maison en recommandant un produit que l'on aime et vers lequel on a confiance, ben pourquoi pas? Mais tes affiliés, c'est où est-ce que tu vas les chercher? Est-ce que c'est des membres de tes formations qui recommandent ton produit? Ou, tu sais, je sais qu'il y en a que c'est des blogueurs, des influenceurs, mais 150, j'ai de la misère à trouver 150 personnes qui ont une audience de ce type-là à monétiser. Oui, écoute, c'est une bonne question. Donc, d'abord, avant tout, c'est sûr qu'il y a on va appeler les gens de l'industrie. Donc, blogueurs d'influence, les gens qui sont déjà dans le business de faire des lancements Internet. Tout est une question de relation. Donc, évidemment, une erreur qu'on fait très souvent, c'est autant sur Internet qu'en business, c'est d'approcher quelqu'un strictement pour faire de la business. Oui, ça peut venir à ça éventuellement, mais moi, j'essaie toujours d'aller dans le relationnel d'abord avant tout. J'essaie toujours d'aller dans le lien d'abord avant tout pour voir qu'est-ce qui peut sortir de ça. Parce que j'aime les valeurs de la personne, j'aime son produit, j'aime son éthique, j'aime son énergie, ou peu importe. Donc, si je commence avec une relation, ça veut dire que notre connexion va être beaucoup plus importante que la commission que je pourrais te verser un jour. Si notre relation est basée sur les commissions et sur la transaction que l'on va faire, souvent, ça va être une relation qui va être de courte durée, et ça ne va pas perdurer. Donc, moi, je suis très fier. La majorité de mes affiliés, ça fait longtemps qu'ils me promouvoient, ça fait longtemps qu'on collabore ensemble parce que je tiens à tout cet aspect-là relationnel. Par la suite, eh bien, c'est un peu comme si tu fais une segmentation, Olivier, de ABC. A, tu as les gros joueurs avec des grosses listes massives qui font déjà de l'Internet marketing. B, tu as les gens qui sont des aspirants, qui ont déjà une bonne liste, mettons, de 2 000 à 5 000 ou 10 000 ou peu importe, qui ont soit une liste de courriels, qui ont soit une audience sur Facebook, qui ont soit une bonne présence sur LinkedIn, soit une présence sur Instagram. Donc, aujourd'hui, il y a tellement de plateformes qui se prêtent à nous que n'importe qui peut avoir une plateforme intéressante si elle l'entretient bien et elle la nourrit bien. Donc, et là, par la suite, tu as tous les gens qui commencent là-dedans. Donc, on pourrait l'appeler le groupe C. Puis encore une fois, ce n'est pas une ordre d'importance. C'est juste pour expliquer aux gens que je pense qu'on doit tous avoir une cible de dire qui peut promouvoir mon business, qui peut promouvoir mon webinaire, qui peut promouvoir mon produit, mon service. Et je pense qu'il faut être clair là-dessus. Donc, quand moi, j'ai commencé dans le business en 2011, avant de faire mon premier lancement, j'ai fait une liste de ce que j'appelle mon top 100. Ça veut dire qui sont les top influenceurs dans le business? Qui sont ceux avec qui je voudrais collaborer? Qui sont ceux que c'est déjà clair que je ne me verrais pas collaborer avec eux? Parce que je pense que c'est important de savoir où on ne va pas investir notre énergie et notre temps aussi.
Et par la suite, les autres, ben, c'est essayer de voir comment je peux rentrer en relation avec ces gens-là. Parce qu'à l'époque, Olivier, il n'y avait pas de pont entre l'Europe et le Québec. Avant que je crée l'Académie Zéro Limite, on va parler les grands Internet marketeurs en Europe vendaient très peu de leurs produits ici au Québec parce qu'il n'y avait pas ce pont-là. Et une des visions que moi j'avais, c'était comme on doit bâtir l'industrie francophone. La raison pourquoi les Américains sont tellement puissants, c'est qu'ils travaillent ensemble, they stick together. La raison pourquoi ils frappent la liste des New York Times best-sellers, c'est parce que la journée que Joe lance, ben, il y a 100 autres personnes qui promouvoient Joe pour dire « Hey, regardez ce livre-là, Joe vient de sortir un livre. » Donc, plutôt que de s'isoler dans son coin et de faire tout seul, ben, pourquoi ne pas utiliser le levier de des collaborateurs avec qui on partage des valeurs communes? Donc, pour nous, c'est vraiment important. J'ai fait cette liste-là de dire qui sont les gros influenceurs. Par la suite, qui sont les gens qui sont avoir un blog, mais qui n'ont peut-être pas de grande audience et comment moi, je peux leur apporter de la valeur à ces gens-là. Je peux-tu les aider? Je peux-tu les coacher? Je peux-tu les inviter gratuitement à mon événement? Toujours penser comment je peux leur donner de la valeur. Et par la suite, le groupe C, c'est dire, ultimement, tous ces gens-là que je vais former, moi, est-ce que je peux les transformer aussi en force de vente? Donc, tu regardes, Olivier, maintenant, mon top 10 vendeurs, et ça, c'est la chose de laquelle je suis le plus fier de tout mon académie, mes top 10 vendeurs, et on parle de des gens à qui je peux envoyer un chèque de 100 000 là, Olivier, en commission, ce sont mes propres étudiants. Aïe, aïe. Et on ne voit pas ça dans les autres lancements. Dans les autres lancements, c'est toujours les top Internet marketeurs qui terminent premier dans le classement, disons, des 10 premiers vendeurs. Et moi, mes meilleurs vendeurs sont mes propres étudiants. Alors ça, je suis très, très fier de ça. C'est vraiment impressionnant. Donc, c'est un peu comme ça qu'on se monte une liste de partenaires massive. Mais tu regardes un gars comme Brandon Bouchard aux États-Unis, ben, tu sais, dans ses lancements à l'époque, quand il faisait du 4-5 millions et plus, mais il y avait 1000 affiliés. Ça fait du monde entier à gérer. Mais écoute, je veux juste rapidement, là, toi, je suppose que toutes les plateformes d'affiliation, toute la structure de Lille, tout ça, ça gère à l'intérieur de Kajabi? Oui. Pour les C, donc le groupe C, donc ceux qui vont nous approcher et dire hey, je veux promouvoir ton produit, on les envoie en automatisation. Par contre, une chose qu'on fait pour les gros joueurs, c'est qu'on essaie de leur donner un accompagnement très personnalisé. Donc, il n'y a rien qui est automatisé. On n'envoie pas un courriel à un affilié pour dire remplis ça, tu vas avoir ton lien d'affiliation. Non. On a Sad et Claudine qui travaillent vraiment directement avec nos gros affiliés et on les traite aux petits oignons au maximum. Donc, ils n'ont pas à faire absolument rien. Ils n'ont même pas à lever le petit doigt, sauf Enter pour envoyer leur truc, mais on développe tout pour eux, on écrit tout pour eux. Donc, on essaie de leur offrir une expérience fantastique. Mais dans ton back-end, pour être capable de faire le suivi de tes ventes, est-ce que c'est toi qui crées leur compte d'affilié dans Kajabi et ensuite tu leur envoies le lien? Ça se fait avec Infusionsoft. OK, c'est dans Infusionsoft? Oui, notre logiciel d'affiliation se fait avec Infusionsoft. OK, super. Parce qu'il y a tellement de plateformes différentes pour être capable de faire justement ça que ça devient un peu mêlant. Nous, on a utilisé Thrivecart, il y a Samcart qui existe, il y a Get Ambassador aussi. Fait que je savais pas qu'Infusionsoft, en fait, offrait ce service-là. C'était intéressant. Mais là, il faut que je te pose la question que probablement tout le monde qui sont en train d'écouter le podcast dans leur voiture, au travail, dans le parc. Tout le monde, sans exception. Bon, là, ils disent, tabarnak, Olivier, il va-tu poser cette maudite question-là? Je suis donc curieux de le savoir. Fait que sur ton 2.4, avec ton affiliation, c'est quoi? Oui. Qu'est-ce qui te restait pour être capable de faire ton événement et développer ton cours? Bon, tu es à peu près à du 50 à 45 % de marge parce que le cours est développé déjà. Donc, dans le volume dans lequel on est rendu maintenant, donc sur les commissions, il ne faut pas t'oublier que tu en as beaucoup qui sont à 30 %. Tu en as beaucoup qui viennent de nous-mêmes aussi, nos propres ventes, nous, à l'interne, avec nos propres leads et notre propre trafic. Mais en général, tu peux te retrouver à donner, mettons, sur ton 2,4 millions, tu vas peut-être avoir une moyenne entre 30 à 35 % de commissions qui vont être versées, donc de cette somme-là, qui part automatiquement, boum, qui sort de ta somme totale. Et par la suite, ben, ça dépend de la qualité de l'événement que tu veux mettre en place. Oui, définitivement. Donc, tu as un autre 15 à 20 % qui peut aller justement à faire ton événement, payer la dépense des conférenciers. Ça dépend comment tu veux y aller. Donc, nous, on est chanceux parce qu'au Québec, c'est pas si dispendieux que ça de produire un événement de qualité si tu as des bons fournisseurs loyaux qui travaillent avec nous depuis plusieurs années. Ça a dû coûter moins cher qu'en France, à Paris. Exact.
Exactement là, je m'en allais. Et là, quand tu t'en vas à Paris, tu te fais arracher les deux bras et les deux jambes. Tu repars avec un pain baguette, puis un morceau de fromage, puis allez mon frère, à la prochaine. C'est pas la même chose, mais ça vaut vraiment, vraiment la peine parce que si on regarde l'échiquier du business web, donc on a à peu près 280 millions, give or take, de francophones. Donc, c'est vraiment un marché qui est en explosion, la francophonie mondiale. Moi, je le martèle depuis longtemps, je le dis, on m'a traité de fou, de rêveur, de quoi que ce soit, sauf que lors du premier événement, on avait des gens qui venaient de 3 pays. Maintenant, on est rendu, on fait nos ventes dans 53 pays francophones. Donc, il y a ce méga stéréotype-là de penser que si on a un produit web à offrir, ben, l'Afrique n'est pas un marché potentiel, la Tunisie n'est pas un marché potentiel, l'île Maurice n'est pas un marché potentiel. Ce sont des pays qui sont pauvres. Mais quel stéréotype, parce qu'il y a des gens aussi là qui veulent entreprendre leur vie, qui ont des sous aussi et qui gagnent très bien leur vie. Et je pense que ça vaut la peine de mettre notre offre aussi devant ces gens-là et de les aider aussi à peut-être à atteindre un style de vie fantastique qu'une entreprise qui aimerait développer. OK, ben justement, ça m'amène à ma prochaine question qui est très, très égoïste en fait, parce que je suis très curieux de savoir, ça ressemble à quoi la disproportion des ventes ou la répartition plutôt des ventes entre le Canada, la France, la Belgique et le reste de la francophonie. Parce que moi, tu me connais, je suis un petit gars de région qui parle le québécois et j'ai quand même un petit peu de misère là, justement avec la France et les autres pays francophones. Toi, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu as eu des défis à surmonter pour être capable de percer ces marchés-là? En termes de proportion, je te dirais que maintenant, on fait peut-être du 60-40, mais avant, c'était 60-40 à l'inverse. C'est-à-dire que lorsqu'on a démarré, on était quasiment dans du 100% Québec. Ok, je pense qu'il y a 2 Européens qui étaient venus à la première édition. Ok. Et par la suite, on avait dans les autres années, mais là, on a escaladé l'Europe. Donc 2013, c'était notre premier lancement, parce qu'on a eu un partenaire européen qui a fait notre promotion. Et là, ça n'a cessé que d'escalader. Mais dans nos années pivots, là, entre 2014-2015, on était à peu près encore 60% Québec, 40% Europe. Et maintenant, on est dans du 60% Europe, 40% Québec, Canada. Est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner pour être capable de s'adapter à cette culture-là au niveau du marketing, puis du type d'offre qu'il faut qu'on leur présente, de la façon qu'il faut qu'on leur parle? Ben écoute, moi, je sens pas vraiment qu'on adapte quoi que ce soit pour séduire ce marché-là. Par contre, on essaie vraiment de vraiment bien comprendre qui est notre client idéal. Ça veut dire pas en termes de démographie, pas en termes d'âge ou quoi que ce soit, mais en termes de vraiment ses problématiques ou ses aspirations. Donc moi, si j'ai une fascination avec mon marketing, c'est de vraiment aller très, très, très profond dans les situations psychologiques qui peuvent bloquer le client que j'aimerais attirer ou qui frustre le client attiré présentement dans sa vie. Est-ce que je peux, avec une précision chirurgicale, aller décrire des situations qu'il vit présentement et qu'il a l'impression que quand j'en parle en vidéo, en caméra, en webinaire, il se dit « Merde, j'ai l'impression qu'il me parle, j'ai l'impression qu'il décrit ma vie. » Donc ça, je pense que c'est une façon extrêmement puissante de connecter et d'aller chercher un gain en compassion dans son marketing. Et je trouve qu'il y a beaucoup de marketeurs qui sont très paresseux là-dedans. Ils vont rester dans du générique. Donc ça, c'est toute la portion. Est-ce que je connais les problématiques ou les roches dans les souliers que mon prospect potentiel a? Est-ce que je peux les décrire? Et par la suite, est-ce que je peux lui décrire la situation idéale à laquelle il aimerait aspirer? Donc, je pense qu'avec ces liens émotionnels-là, je pense qu'on soit en Afrique, en Belgique, en France, lorsqu'on est capable de bien, moi j'appelle ça le client idéal situationnel et émotionnel. Donc, est-ce que je peux bien décrire les situations émotionnelles qui bloquent, qui irritent, qui frustrent la personne présentement? Et est-ce que je peux décrire les émotions qui découlent de ça? Et par la suite, est-ce que je peux faire la même chose par rapport à ses idéaux? Et je pense que ça, lorsqu'on fait ça, on réalise que le langage des problématiques, le langage de la souffrance parce qu'on ne trouve pas une solution à son problème, ça, c'est universel. Tout le monde pense très souvent, à un moment donné dans leur vie, qu'ils ne sont pas assez, qui sont peut-être affectés par le syndrome de l'imposteur, se sont fait dire que c'était impossible par leur entourage. Donc, le plus qu'on est capable d'aller humaniser la conversation que l'on a entourant notre produit et ses possibilités. Selon moi, je pense, en tout cas, je pense que c'est ce qui revient le plus, Olivier.
Quand on voit nos événements en France, que ce soit des gens qui viennent de l'Afrique, ceux qui viennent de la Russie, de l'Allemagne ou quoi que ce soit, ils viennent souvent dans les propos dire « Martin, dès tes vidéos de lancement, là, j'avais l'impression que c'était pour moi. Dès que tu parlais, j'avais l'impression que tu me parlais. » Donc, ce que ça me dit, c'est notre souci de bien connaître notre client idéal a été très payant pour exploser en francophonie mondiale. C'est super. Et puis, comment est-ce que tu fais justement pour bien connaître les aspirations, les désirs, les peurs des gens? Est-ce que tu as des mécanismes que tu mets en place? Est-ce que c'est juste avec la conversation directe que tu as avec eux, des sondages, des tests? Comment est-ce que tu fonctionnes? Ben, c'est sûr que la méthode classique, là, de faire un sondage auprès de ton audience, donc ça, c'est quelque chose qui, déjà en partant, est au moins la décence de questionner ton public potentiel en montant un questionnaire où est-ce que justement tu vas leur dire, bon, par exemple, en ce qui concerne ce sujet-là, c'est quoi ta plus grande frustration? Donc, faut pas avoir peur de poser des questions très pointues comme ça et aussi des questions par rapport à, ben, si tu avais la chance de voir une information, eh bien, qu'est-ce que tu aimerais le plus apprendre là-dessus? Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de te dire? C'est qu'est-ce qu'ils aimeraient voir? Qu'est-ce qui les bloque? Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir entre les mains? Si tu avais une baguette magique, ben, qu'est-ce que tu aimerais que j'interviewe? Donc, tu sais, avec ces gens-là, déjà là, tu peux voir, OK, ben lui enseigne ça, donc ça veut dire mes étudiants aimeraient apprendre cela aussi. Donc, le sondage, c'est un classique. Moi, dès que tu rentres dans l'Académie Zéro Limite, il y a un questionnaire qui s'appelle 20 questions qui peuvent transformer ta vie. Et c'est un questionnaire vraiment qui met les gens devant un miroir par rapport à leur croyances limitantes, par rapport à leur peur. Et je demande aux gens tout simplement de compléter des phrases. Donc, par exemple, si je me faisais plus confiance, qu'est-ce que je ferais? Et là, les gens, je ferais. Et là, les gens complètent la phrase. Si je n'ai pas réussi à la hauteur de ce que je souhaite réussir jusqu'à présent dans ma vie, c'est parce que... Donc là, les gens me confient énormément de choses très intimes par rapport à leurs croyances limitantes. Et ce qu'on remarque souvent, c'est que c'est beaucoup les mêmes choses qui reviennent. Mais moi, je me fais un plaisir à chaque année d'aller lire un peu qu'est-ce qui se passe dans les gens qui viennent de rentrer dans l'Académie Zéro Limite. Quelle est la raison numéro 1 pourquoi tu as joint l'Académie Zéro Limite? Pourquoi tu as choisi Martin comme enseignant? Qu'est-ce que tu vois dans l'Académie Zéro Limite? Est-ce que tu as essayé des programmes comme ça dans le passé? Si ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Donc, on va chercher une multitude d'informations beaucoup plus qualitatives. Évidemment, est-ce qu'on lit tous les questionnaires? Non. Sauf qu'on en lit énormément, surtout dans les premières journées quand les gens rentrent sur le portail. Et ça devient vraiment une mine d'or énorme, énorme, énorme. Et la troisième façon, c'est vraiment d'être à l'écoute. Il y a tellement de gens qui sont concentrés sur leur propre truc, ils tombent en amour avec leurs produits, ils tombent en amour avec leur offre, ils tombent nostalgiques avec leur offre. Je pense que c'est un des dangers énormes pour des gens qui lancent des produits souvent. Mais ça ne veut pas dire parce que toi, tu es en amour avec ton offre que tes clients ou ton marché va être en amour avec ton offre. Donc, assure-toi que tu écoutes leur feedback constamment. Donc, moi, quand je vais à l'Académie Zéro Limite, je demande à mes équipes, soyez à l'écoute, le feedback, qu'est-ce que les gens disent. Et quand les gens viennent me voir, souvent ils disent « Ah, Martin, ton académie, c'est écœurant. » Dans le temps, je disais « Merci. » Mais maintenant, je vais dire « C'est quoi la chose que tu aimes le plus? » Si c'était amélioré, qu'est-ce que tu améliorerais? Et j'ai pas peur de poser ces questions-là, évidemment, quand le temps le permet. Et très souvent, je reçois des feedbacks que j'ai même pas pensé. Et des fois, les gens vont me dire des phrases et je vais dire « Wow, j'ai pas ça dans mon marketing » et je suis toujours en train d'être à l'écoute du marché parce que je pense qu'à un moment donné, dans la croissance de notre entreprise, c'est plus des gains de 50% qu'on va aller chercher, Olivier, ou 75%. C'est vraiment, je vois ça un peu comme un Olympien, c'est du tweaking, c'est du détail. C'est aller chercher ce pourcentage d'extra-là, ce 2 petits pourcents-là d'extra-là qui va faire toute la différence souvent dans ton prochain scale, dans ta prochaine percée entrepreneuriale. Donc, moi, je suis un disciple de ça. Donc, c'est certainement des éléments qui m'aident. Définitivement. Justement, là, quand on va chercher des petits points de pourcentage, ce qui est le fun, c'est que 1%, c'est ce qui peut faire la différence entre une campagne publicitaire qui est un désastre et une campagne publicitaire qui est un grand succès au niveau des coûts, surtout quand on paye de la publicité. Mais justement, je suis très curieux de savoir, à cause que la première fois que tu m'avais envoyé un courriel, tu me demandais de savoir si je pouvais m'occuper de faire ta publicité. Et tu as refusé, on s'en rappelle tous, tu as refusé. J'aimerais le souligner. Est-ce que tu pourrais mettre ce bout-là au ralenti? On peut le faire rejouer avec une petite musique en arrière. Mais, oui, exactement. Dramatique, là.
Est-ce que tu as réussi à intégrer justement l'achat publicitaire dans ton funnel, dans ta stratégie de lancement? Et si oui, c'est quoi là? Ouais, on a fait un premier test il y a 2 ans. Donc, un premier test qu'on pourrait dire, on avait gossé, là, on va dire, il y a 3 ans. Mais on ne savait pas vraiment qu'est-ce qu'on faisait. Donc, il y a 2 ans, on a fait un premier test. On a travaillé avec quelqu'un qui s'y connaît dans Facebook. On a réussi à faire nos premières ventes par rapport à ça. Et je pense qu'on était rendu à 12 ventes pour... c'était vraiment profitable. On était rendu à 12 ventes comme genre pour 2000 $ d'investissement sur Facebook. Sauf qu'une chose qu'on a réalisé, Olivier, c'est que le retour négatif sur les pubs était tellement hallucinant, c'était fou, là. C'était des retours là, de psychopathes, là, genre on devrait brûler ce gars-là sur un bûcher, puis c'est n'importe quoi. Donc, tu sais, c'était des affaires assez incroyables. Ou est-ce que, je me suis posé la question, est-ce que j'ai besoin de ça dans mon brand? Donc, admettons que je vais chercher 100 000 $ à cause de ma publicité Facebook. Mettons que je vais chercher 200 000 $. Je sais que ça peut avoir l'air prétentieux parce que tu dis, ben Martin, c'est quand même beaucoup d'argent, mais il faut qu'on se pose une question. Rendu où est-ce que je suis rendu et le volume que l'on peut créer maintenant, si je n'ai pas besoin de capitaliser sur Facebook et d'être agressif sur Facebook pendant ma campagne, est-ce que ça me tente de salir l'ensemble de l'œuvre qu'on a construit et de me faire attaquer comme ça par des guerriers du clavier? Donc, la réalité, c'est que... Des guerriers du clavier, c'est la première fois que je l'entends, c'est quand même pas pire. Non, mais tu sais, ces gens-là hyper courageux, sans vouloir les juger, mais qui, derrière leur clavier, vont venir faire effondrer complètement ton esprit entrepreneurial, vont te juger sévèrement sur une pub, OK, de 400 par 400, OK, sur Facebook. Ils vont venir complètement t'attaquer. Et pas que je suis sensible aux critiques, c'est que je me suis dit, est-ce que c'est ça le brand de l'Académie Zéro Limite, d'avoir des gens, monsieur et madame Tartampion, qui savent aucunement c'est quoi et qui vont sauter à la gorge de cette marque-là pour laquelle on a tellement travaillé fort. Donc, on a pris un recul là-dessus. Par contre, ce que l'on a fait, c'est qu'on a été massif dans le remarketing parce qu'évidemment, les gens qui viennent à notre offre, ben, on s'entend, ils ont déjà un intérêt, ils se sont rendus à la page. Donc, ça, tu vois, l'an passé, on était assez massif là-dessus et sur un peu plus de 1000 ventes, l'an passé, il y en a 244 qui venaient du remarketing. Donc, c'est très concluant. Ça nous a aidé à augmenter notre pourcentage de vente dès les premières journées, mais aussi à la fermeture. Et on le fait vraiment d'une façon pas pushy, donc on n'a pas poussé, mais on a vu quand même que c'était un outil qui était quand même assez hallucinant pour venir faire des fermetures de vente et évidemment tout ce qui est la pixelisation par la suite. Donc, si tu veux booster ton audience sur Facebook ou promouvoir du contenu gratuit, donc c'est quand même assez intéressant comme outil. Donc ça, on a beaucoup exploré ça l'an passé. Mm-hmm. C'est sûr que pour la publicité Facebook, je vois qu'il y a probablement certains aspects dans ton ciblage qui ont dû probablement inciter ce genre de réaction-là. Probablement que, comme que tu l'as mentionné, c'était des gens qui n'étaient pas particulièrement dans ton public cible et à qui le message que tu avais construit ne résonnait pas particulièrement bien, ce qui les ont incités à te donner ce genre de commentaires-là. Avec ton audience de remarketing, tout allait bien. On pourrait peut-être regarder ça ensemble. Là, j'ai plus de temps pour Hey! Hey, ça leur a valu faire un podcast avec Olivier Lambert. Wow! Mais probablement qu'avec des audiences similaires, des gens qui ont acheté, des audiences similaires de ton site web et des publicités qui sont plus vers du contenu qui est gratuit, qui ne sous-entend pas nécessairement une vente pour réchauffer ton audience puis augmenter le trafic sur ton pixel, ça aurait probablement été une stratégie qui serait à tester. Mais bref, on aura l'occasion. On l'a considéré, c'est juste qu'au moment où on entrait en lancement, parce qu'on utilise le lancement, donc dans ce temps-là, moi en tant qu'entrepreneur, je suis toujours vraiment obsédé de dire l'énergie, le temps et l'argent que j'investis au quotidien, moi je suis obsédé par ça. Donc là, je me dis, OK, on est en plein lancement, on doit s'occuper de des milliers de personnes qui rentrent dans notre tunnel de vente. On doit s'occuper de nos affiliés. Est-ce que j'ai le temps de gérer des guerriers du clavier? Non. Donc, tu sais, c'était faute d'être bien entouré, de ne pas avoir eu un Olivier Lambert peut-être dans notre écurie. Mais c'est certain qu'on va revenir à la charge. Ça, c'est sûr et certain parce que, je veux dire, c'est tellement hallucinant, Facebook maintenant, ce qui peut être fait avec ça. J'ai plein de mes amis aux États-Unis, en Europe, qui l'utilisent bien et, tu sais, ça performe. Mais, tu sais, il faut justement que le message soit bien
inadapté, que l'audience soit la bonne. Définitivement. Écoute, on approche là, la marque de l'heure, donc je veux vraiment pas prendre trop de ton temps. On va y aller avec des questions très, très rapides. En rafale! En rafale. Donc, à la première Paul question. Arcand, en rafale. J'écoute pas Paul Arcand. Lui aussi, ça fait des années. Je sais pas pourquoi son nom est associé à rafale. J'en ai aucune idée pourquoi. Écoute, c'est des choses qui arrivent, hein. Fait que stratégie marketing que tu aurais dû faire plus tôt. Des témoignages de mes clients qui sont hautement satisfaits. Pour nous, les témoignages, c'est une machine de guerre. Preuve sociale extrêmement puissante. C'est définitivement vrai, sauf que le problème avec ça, c'est que tu peux pas en faire tôt à cause que tu n'as pas de clients au début. Fait que OK. t'as eu besoin d'attendre ton 3 ans en fait pour avoir tes témoignages. T'aurais pas pu le faire. On en avait, mais on les faisait écrits. C'était pas hallucinant. Moi, je te dirais, ce que je ferais plus tôt comme stratégie marketing, c'est essayer de devenir meilleur plus rapidement. Parce que les gens, on aura beau faire le marketing qu'on veut, Olivier, t'es ta propre marque de commerce et ton produit, ta réputation va te précéder à un moment donné. Et je te dirais, ça fait quoi, 18 ans maintenant que je suis en affaires? J'ai quand même passé une couple d'années où j'étais assez complaisant, puis j'étais assez sloppy comme entrepreneur, là, parce que je voyais pas l'intérêt de scaler, puis il y a peut-être des choses que j'ai faites qui n'étaient pas nécessairement la qualité que j'espérais mettre sur le marché. Et je pense que en termes de marketing, probablement que ça m'a nui ça, mais maintenant, je suis beaucoup plus attentif à ça. Ouais, ta qualité de production est vraiment bonne en passant. Ça paraît que tu as une belle équipe qui t'aide. Puis tu fais ça a l'air à coûter cher, en tout cas, ce que tu produis. Fait que, justement, by the way, j'ai vu les petites capsules que tu mets sur YouTube, là, les extraits de ta vie. Je trouve ça bien le fun. Oui, de style vlog, oui. Oui. Est-ce que tu as été inspiré un peu par Gary Vaynerchuk pour... oui, absolument. Toute cette tendance-là, là, Gary Vaynerchuk et plusieurs autres qui font ça maintenant, là, on cherchait une façon de faire différent que mes vidéos YouTube en studio, ce que je faisais juste du direct to camera, direct à la caméra et du contenu. Donc, on a trouvé que c'était peut-être une idée intéressante d'amener les gens dans ma réalité et plus raw. Donc, à date, la réponse est très bonne. Donc, on est vraiment content. Super. Et puis, un livre de marketing que tu recommandes aux gens? Un livre de marketing que je recommande aux gens. Gosh! Anglais ou français? Je crois pas que j'ai lu beaucoup de livres en marketing, mais écoute, le dernier de Russell Brunson, l'avant-dernier, secret.com. OK. L'avant-dernier de Russell Brunson. Donc, c'est quoi? C'est soit Expert Secret ou .com Secrets, mais c'est Russell Brunson, qui est un gros marketeur aux États-Unis. Donc, c'est probablement un des seuls livres marketing que j'ai lu. Ouais. OK. On va mettre ça, c'était il y a 2 ans. On va mettre le lien, bien sûr, dans les notes du podcast. Donc, si jamais vous voulez aller regarder ça, latranchée.com/podcast. Je suis un peu déçu, Martin, là, que tu n'aies pas nommé la petite bible de la publicité Facebook d'Olivier Lambert, mais écoute, je vais passer tout droit. Là. La petite bible de la publicité Facebook. Non, mais attends, par contre, j'ai lu ton livre, par contre. Je t'ai-tu pas fait ton livre de blog est très bon. Oui, tu m'as même fait un témoignage. Ouais. Exactement. Ça, je l'ai lu. Ça, c'était très bon. Donc, oui, OK, si tu rentres ça dans le marketing. Mais moi, je vois ça comme comment vivre de son blog. Non, ça, c'était très bon. J'ai beaucoup aimé ta plume, très humoristique. C'est vraiment tellement un ton incroyable, Olivier. Ça, c'est une de tes plus grandes qualités. Ton ton est tellement authentique, tellement drôle. T'écris comme tu parles. C'est vraiment, vraiment bon. Donc, ça aussi, c'est un excellent livre. Mais l'autre, je l'ai pas lu. Je vais être honnête avec toi. Je savais même pas que tu avais sorti ça. Bravo. Ben, il n'y a pas de problème. En fait, c'est mon premier. C'est mon lead magnet pour ma formation Facebook. Je travaillais encore quand j'ai écrit ça. Ça fait drôle de dire ça. Vraiment, hein? Parce que maintenant, je travaille plus. Je fais juste jouer à l'ordinateur et rester en pyjama. On le sait tous. Puis te lever à 11 heures. Exactement. Ben écoute, dernière question. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans la prochaine année? C'est quoi tes défis que tu veux relever? Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? D'abord, avant tout, moi, ça fait déjà quelques années que j'ai une ascension quand même assez massive en termes de conférences en anglais. Donc, tu l'as mentionné au début du podcast, j'ai fait des conférences avec Richard Branson, Frank O'Day, Jack Canfield, bref. Donc, moi, j'ai encore vraiment une forte passion de me retrouver sur scène parce que c'est vraiment un privilège incroyable, Olivier, tu sais, d'avoir à aller parler dans des organisations de classe mondiale. Je pense que mon livre marketing ou des meilleures tactiques, très souvent,
c'est d'avoir la chance de rentrer dans des conseils d'administration ou des salles de réunion les plus grandes banques au monde, les bombardiers de ce monde, et t'es là, puis t'écoutes qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, et toi, t'es responsable de faire la conférence après. Donc, ça, je suis toujours, moi, vraiment extrêmement motivé par ça, même si j'en fais de moins en moins parce que le web est une autre de mes passions. Donc, les conférences, ça, c'est quelque chose qui est encore à mon agenda. Et jumelé à ça, je fais tellement de conférences en anglais maintenant. Donc, 65 à 70% de mes conférences maintenant sont en anglais. Donc, je commence à me bâtir une liste en anglais depuis maintenant, 1 an et demi, 2 ans. Et j'ai bâti beaucoup de relations en anglais aussi dans le monde de l'Internet marketing avec plusieurs joueurs au Canada ou aux États-Unis. Donc, je te dirais, d'ici à la fin de l'automne, on va lancer le site Internet Permission to Perform, donc permission de performer, qui va être mon brand en anglais. Donc, je vais lancer une série d'entrevues que je fais avec des grands joueurs américains ou canadiens au niveau de la performance ou au niveau du web pour nourrir ma liste. Et je suis juste intrigué et j'aime le challenge de voir si je pourrais aller me faire un petit succès aussi en anglais sur le web. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le faire en multilangue, anglais et français, de par eux-mêmes, à moins qu'ils fassent de la traduction et ainsi de suite, là. Mais donc, j'aime cette idée-là d'être un des seuls joueurs qui peut jouer sur 2 marchés. Parce que moi, en conférence, ça a été une planche de salut hallucinante d'être capable de faire ça dans les 2 langues. Ça m'a amené une clientèle de fou. Ça m'a amené des référencements énormes. Plusieurs compagnies veulent avoir le même messager pour des tournées de conférences, donc je le fais en anglais, en français pour eux. Donc, je me dis, peut-être qu'en anglais, sur le web, le fait que je peux être un des premiers ou dans les peu qui peuvent faire ça dans les 2 marchés, j'ai un petit thrill par rapport à ça et étant très stratégique, ça fait plusieurs années que je cogite cela et là, on arrive finalement à l'accouchement bientôt. Donc, à part de ça, des petites bouteilles de vin, profiter de la vie, m'entraîner, m'amuser avec mes enfants et ma femme, et bingo. Oui, ça c'est l'important, c'est l'essentiel en fait. Absolument. Je trouve ça le fun à cause que justement quand tu penses de te lancer, faire du contenu en anglais, moi aussi c'est quelque chose qu'on m'a proposé 1000 fois. Olivier, pourquoi tu ne crées pas du contenu en anglais? Le marché aux États-Unis est énorme, bien gros. Mais ce qu'on oublie, c'est que la compétition en anglais est également énorme. Le marché n'est pas le même. Le marché, ils ont eu beaucoup plus de personnes. Tu sais, des formateurs en développement personnel, il y en a eu un puis un autre en anglais. Même chose pour la publicité Facebook, le marketing, l'entrepreneuriat. Fait que tu arrives dans un marché qui est très, très mature. Et puis, ça me fait penser à la tune « If I can make it here, I can make it anywhere ». Et c'est un peu cette attirance-là qu'on se dit, si je suis capable de percer ce marché-là, je peux percer n'importe quel marché. Puis je trouve que c'est... Je sais pas si c'est une de tes motivations, mais moi, c'est quelque chose que je trouve que c'est sexy de viser. Oui, écoute, moi, de toute façon, tu sais, ça me sort de ma zone de confort. Ça me permet d'appliquer ce que j'enseigne, parce que je vais revenir aussi à la base. Tu sais, je vais aller faire des entrevues de contenu avec des gens qui m'inspirent énormément. Et en même temps, quand je vais dans mes conférences aux États-Unis, moi, Olivier, on dirait que je suis le francophone qui est là, puis finalement, à part leur donner des conseils autour du feu de camp ou dans la salle de réunion qui est là, j'ai pas grand-chose à leur donner en termes de scaling ou de volume. Donc, quand je me suis mis à décortiquer mon modèle d'affaires, je me suis dit, j'ai des courriels en anglais, j'ai des audiences en anglais. Et pourquoi que je ne profiterais pas de cette liste-là, ne serait-ce pour leur offrir de la valeur, parce que oublie pas que quand j'ai les courriels de mes participants en conférence, très souvent, ce sont des solides ambassadeurs après mes conférences parce qu'ils ont eu un bon temps, ils ont eu du fun, ils ont vécu un bon moment ensemble, mais là, j'ai rien à leur envoyer autre que du contenu en français. Donc, pour moi, c'était juste une logique normale de dire, hey, je pourrais interviewer des gens, développer du contenu en anglais, nourrir ma liste en anglais et éventuellement, peut-être, proposer un produit. Mais si je ne le fais pas, au moins quand je vais dans mes conférences aux États-Unis, je peux leur dire « Hey, t'aimerais-tu que je t'interviewe? J'ai une liste de courriels. » Donc, j'ai l'impression que je vais être plus à l'aise de pouvoir leur donner à eux aussi, plutôt que de dire « Hey, as-tu une stratégie pour moi? » ou « Qu'est-ce que tu ferais? » Puis on se parle pas après. Donc, pour moi, de mettre une structure en anglais, c'est juste une façon normale de fueler. Peut-être, justement, ça « If I can make it here, I can make it anywhere else. » Il faut que ça commence en quelque part. Donc, oui, c'est une motivation. Définitivement. Écoute, merci beaucoup. As-tu quelque chose que tu aimerais rajouter? Quelque chose que je ne sais pas poser une question là-dessus? Tu aurais aimé ça en parler avant qu'on wrap up? Oui. Je voulais te dire que je trouve que tu as la plus belle barbe de l'industrie. Ah! C'est important que ce soit sur ce podcast-là. Je ne veux pas finir le podcast sans le mentionner. Merci beaucoup, Martin. OK, Olivier, la prochaine fois qu'on se voit, on prendra un scotch. Oui, définitivement. En fait, il faudrait que je montre... On est dû. Toi, t'es où?
Moi, je suis à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Ouais. Non, c'est rare les occasions que j'ai, mais prochaine fois que tu es dans le coin de Montréal, là, on va s'arranger. All right. Parfait, mon beau. Écoute, merci énormément. Merci à ton audience. S'ils ont des questions, ils peuvent les poser. Je ne sais pas s'il y a un endroit pour poser des questions, mais en tout cas, je suis assez accessible. Envoyez-moi vos questions. Ça me fera plaisir d'y répondre s'il y a des choses que vous n'avez complètement pas compris. Ben, il y a un fil de discussion sous le podcast, fait que je vais te faire un compte sur la tranchée. Tu m'enverras le lien et j'essaierai d'aller faire une petite présence, ça me fait plaisir. C'est déjà tout pour cet épisode de Scotch et Domination mondiale. Vous pourrez trouver l'ensemble des notes, des ressources, des logiciels, des plateformes qu'on a mentionnées durant cet épisode au latranchée.com/15. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Martin a été hyper généreux autant dans ses stratégies que dans ses résultats. Il a été aussi high level que concret. J'ai super adoré cette conversation. Si jamais vous avez des questions additionnelles, des commentaires, n'hésitez pas à publier ça sur Facebook, sur latranchée.com/15 dans les commentaires ou encore sur YouTube. Allez vous abonner via iTunes, votre app de podcasting, sur SoundCloud ou encore via YouTube, mais je pense que je l'ai déjà mentionné. Alors, c'est déjà tout pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Scotch et Domination mondiale.